Bonjour à tous, bienvenue sur Biology Facts. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui est plutôt récent dans la science. Quand je dis récent, c'est à peu près une vingtaine d'années. C'est la personnalité chez l'animal. Donc en fait, récemment, j'ai lu un livre du nom de Éthologie animale. Voilà à quoi il ressemble. C'est un livre coordonné par Anne-Sophie Darméac et par Franck Lévy. Et c'est un livre qui traite de plein de sujets d'éthologie. Ça peut être la gestion de leur alimentation, ça peut être les comportements sociaux, ça peut être, je sais pas moi, la gestion d'espace, etc. Et il y a un des 10 sujets dont il parle qui est sorti du lot à mes yeux, c'est la personnalité chez l'animal. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, parce que c'est un sujet qui est plutôt peu ou pas abordé sur YouTube, et que moi je trouve super intéressant. Donc voilà, je le dis maintenant, mais si tous ces thèmes-là vous intéressent, pourquoi pas acheter ce livre, hein. Il s'adresse aux personnes de licence et de master d'habitude, mais quand on est passionné vraiment par ces sujets-là, ça se lit tout seul. Voilà. Donc maintenant, place à la vidéo. Pour expliquer, la recherche sur la personnalité animale, c'est un domaine qui s'est vu de plus en plus abordé au cours des 20 dernières années. Parce qu'en fait, les scientifiques, ils ont arrêté de voir les variabilités aux réponses dans les études comportementales comme des biais, mais au contraire, ils se sont posé la question, est-ce que toutes ces variabilités-là, elles ne sont pas cohérentes dans le temps chez les individus? C'est une question qui est super intéressante et qui nous fait nous demander, mais en fait, c'est quoi la personnalité? La définition la plus acceptée de personnalité, ou de tempérament animal dans la littérature en écologie, c'est des différentes systématiques individuelles ou des tendances comportementales qui sont stables dans le temps et cohérentes entre les situations. Comme il est écrit dans Éthologie animale, il ne suffit pas d'observer des différences de comportement pour parler de personnalité, la variabilité n'est pas un critère suffisant, c'est seulement un prérequis. En revanche, si pour un même individu cette variabilité présente une certaine stabilité dans le temps et entre situations, alors on peut considérer qu'elle reflète une caractéristique propre à chaque individu, appelée selon les auteurs personnalité ou tempérament. Et pour être plus clair sur la définition, la personnalité elle est reliée à la sphère affective et pas à la cognition. L'intelligence n'est pas un élément de personnalité, là où l'agressivité en est un par exemple. Quand on parle de personnalité, en réalité on parle d'un modèle théorique. Et celui qui est actuellement le plus reconnu par la communauté scientifique, c'est un modèle qui suit une structure hiérarchique. Et en fait, ce modèle qui suit une structure hiérarchique, il va séparer les différents aspects de la personnalité en 3 niveaux. Tout d'abord, la dimension, qui est formée par des traits, et ensuite qui est formée par des états. Pour illustrer ça, un exemple sera bien plus simple. Par exemple, des frissons, un sursaut, une paralysie. Ça, c'est des signes qui induisent un état. Ici, c'est l'état de peur. Lorsqu'on a une propension ou une facilité à manifester un état dans des situations similaires, on parle d'un trait. Ici, le trait, ce serait peureux. Et une dimension, quant à elle, c'est un regroupement de plusieurs traits. Par exemple, chez les humains, il y a une dimension, il y a un modèle qui s'appelle le Big Five qui regroupe plusieurs dimensions. Et dans la dimension du névrosisme, il y a plusieurs traits, celle de l'anxiété, de la timidité sociale, de l'impulsivité, de la dépression, etc. Donc on voit que plusieurs traits forment une dimension. Donc pour résumer, différents signes forment des états induisent des traits, et ensuite, des états induisent des traits lorsqu'ils ont une propension à être mis en œuvre, et ensuite il y a des dimensions qui regroupent plusieurs traits. A la base, je m'étais dit que j'allais parler des différentes méthodes utilisées en éthologie pour définir la personnalité des animaux. Cependant, c'est un peu long, un peu chiant et un peu inintéressant, donc je vais juste vous dire ce qui est important de retenir. Ce qui est important de retenir, c'est que définir la personnalité d'un individu, c'est ça en observant son comportement dans des tests et dans son milieu naturel. Mais aussi, il faut retenir que définir la personnalité d'un seul individu, c'est pas possible. On le fait en le comparant à des individus de son groupe qui ont si possible le même vécu et qui ont été testés sur des tests similaires. Parce que définir la personnalité d'un seul individu et dire il est agressif, c'est pas possible. On peut seulement dire il est plus agressif que la moyenne des individus de son groupe qui ont été testés de la même manière. Actuellement, grâce aux méthodes utilisées par les chercheurs, on dénombre à peu près une quarantaine de dimensions. Les plus connues et les plus étudiées, c'est la peur, l'émotivité, l'agressivité, la timidité, la confiance et l'exploration. Il y en a bien d'autres qui sont en cours de découverte ou qui sont déjà découvertes mais dont on parle un peu moins. Le souci, c'est que les chercheurs n'utilisent pas toujours les mêmes noms pour nommer des dimensions, donc quand je dis à peu près une quarantaine de dimensions, c'est un peu plus ou un peu moins de 40. Abordons maintenant une autre facette du sujet. Comment se met en place la personnalité? Donc il y a des études comme la New York Longitudinal Study qui ont étudié 141 enfants de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et d'autres études similaires chez les animaux qui permettent aux scientifiques de faire un premier constat. La personnalité se stabilise en grandissant. Et les scientifiques savent que la personnalité se met en place via 2 facteurs, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Pour ce qui concerne l'aspect génétique de la personnalité, des études ont été faites et elles convergent vers un même point. Il y a effectivement un facteur génétique dans la personnalité. Des études ont été faites par exemple chez le cheval,
et ça montre qu'il y a une propension à la peur, à l'émotivité et à l'excitation dans plusieurs races, suivant la race et suivant la lignée d'origine paternelle. Ça veut dire qu'il y a dans le monde animal des lignées d'animaux qui sont plus ou moins peureux, plus ou moins émotifs, etc. Et ça dans toutes les espèces. Afin de connaître avec plus de précision l'importance des facteurs génétiques sur la personnalité ou sur une dimension, des chercheurs ont calculé des coefficients d'héritabilité. L'héritabilité, c'est une statistique comprise entre 0 et 1, estimant le degré d'influence probable des facteurs génétiques sur un phénotype donné, sur une population donnée. Cependant, c'est un sujet qui est hyper récent et beaucoup d'études et de recherches doivent se faire pour pouvoir isoler et identifier les différents gènes qui sont impliqués dans l'expression des différentes dimensions de la personnalité. Passons maintenant aux principaux facteurs qui influent sur la personnalité d'un individu, les facteurs environnementaux. Ces facteurs-là, ils sont séparés en deux parties. Les facteurs qui influent sur la personnalité de manière durable et ceux qui influent sur la personnalité de manière passagère. Ainsi, par exemple, une simple maladie peut influer et diminuer les traits de l'exploration ou de l'activité, mais ça de manière passagère. Mais qu'en est-il des facteurs qui modifient ou forgent la personnalité de manière durable ? Alors par exemple, ça peut être n'importe quelle expérience que vit un individu depuis sa naissance jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte. Par exemple, un individu qui vit dans un milieu à faible prédation aura tendance à avoir des forts traits d'exploration du territoire et d'activité. Là où un individu qui vit dans un milieu à forte prédation aura au contraire des faibles traits d'exploration et d'activité. Petite info plutôt surprenante, le parasitisme c'est un fait qui est connu pour modifier le comportement de manière durable. Par exemple, les trématodes, lorsqu'elles infectent une victime, cette victime-là se voit modifier ses dimensions de l'activité et de la sociabilité afin qu'il soit plus facilement infectable par d'autres trématodes. Cependant, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a quand même des questions qui persistent. Comment peut-on observer une stabilité dans un comportement, qui est quand même l'un des éléments de base de la personnalité, si l'animal est par nature plastique et qu'il sait s'adapter à son environnement afin d'y vivre le plus longtemps possible, même si c'est un environnement qui change? Et bien en fait, il y a un concept nouveau qui est né pour répondre à cette question, c'est le concept de norme de réaction comportementale. Pour expliquer simplement ce concept, c'est le fait de ne pas regarder le comportement d'un individu à un instant T, mais d'étudier la relation entre son comportement et son environnement dans lequel il évolue. Comme je l'ai dit précédemment, un individu qui vit dans un milieu à forte prédation aura toujours moins tendance à explorer son environnement que la moyenne. Ce qui veut dire que pour déterminer une composante de la personnalité d'un individu, on doit seulement et obligatoirement le faire en le comparant et en le mettant en relation avec des individus du même âge et ayant le même contexte social, c'est-à-dire la lignée, la composition du groupe, la densité de compétition, le même contexte spatial, la prédation, les ressources et le même contexte physiologique, l'état de fatigue, la maladie et le parasitisme. Bref, la personnalité animale, c'est un concept qui est plutôt nouveau et dans lequel il y a plein de grandes avancées. C'est toujours intéressant de voir qu'il est étudié dans plein de domaines différents, que ce soit l'écologie, le bien-être animal, même dans les élevages, la parasitologie et plein d'autres domaines quoi. Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo, et puis n'hésitez pas à me faire plein de retours, et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter ce livre-là qui consacre un chapitre à la fin, et qui parle de plein de sujets d'éthologie qui sont hyper intéressants. Voilà, bye bye!